Bonjour. Je suis Adrien. J'aime beaucoup les API et du coup je suis le API lead. C'est un poste qui est tout nouveau. Et donc je vais vous parler d'outils autour des API pour les développeurs, mais aussi pour le CI. Des outils, on en a déjà plein, vous en voulez peut-être pas plus. En fait, je vais essayer de limiter au nombre d'outils et le but de la présentation, c'est de vous présenter que les outils qui vont vraiment vous apporter quelque chose. Pourquoi on a besoin d'outils pour faire les API? Parce que designer des API, c'est déjà assez compliqué, donc si on peut avoir des outils pour nous aider, c'est quand même vachement plus agréable. Parce qu'on a décidé de faire des API REST et de les spécifier avec un format qui s'appelle OpenAPI, et donc il faut apprendre à maîtriser ce nouveau format qui est OpenAPI. Vous trouverez OpenAPI Spec, où le petit acronyme c'est OAS. Et pour être sûr qu'on fait bien des API REST qui ont des pratiques communes et certains standards de qualité. Ça, on y viendra, ils ne sont pas encore plus que moi, je pense. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de spécifier les API? Parce que sinon, on fait ce que vous avez dû tous faire un jour aujourd'hui, c'est ce fabuleux workflow d'organisation où on a à peu près un plan, on partage le post-it avec les autres copains, on fait un truc, et puis on documentera plus tard, et en fait on documente jamais, et puis quand il faut commencer à rajouter un truc, c'est l'enfer. Ça, on l'a tous fait. Et on a tous souffert de l'avoir fait. Pourquoi on a besoin d'outils et de spécifier des API alors qu'on peut éventuellement générer tout ça à partir du code? Ça marche même plutôt pas mal, et il y a des outils pour le faire. Par contre, ça commence par, il faut écrire plein de code, il faut rajouter plein de notations, on partage, on déploie, et puis on rajoute, ainsi de suite, ça marche. Mais c'est toujours les backends qui écrivent la doc, donc c'est toujours les mêmes qui portent la charge. C'est toujours pareil. Quand moi je vois que la doc d'API planquée dans du code, ça me fait penser à ça. C'est pas forcément le bon endroit. Ça rentre, hein, mais on a quand même poussé un peu, ça rentre. Et quand on commence à refactorer du code, parce que le code on refactore, on réécrit, etc., ça commence à devenir très très compliqué parfois de s'y retrouver. Il faut changer le code, changer les tests unitaires, réadapter la doc, tout ça au même endroit. Ça fait une bonne. C'est parfois très compliqué. Moi je suis vraiment avocat d'essayer de designer les API en amont, d'abord pour que ça dure dans le temps. Et puis ça permet vraiment, je pense, quand on est à plusieurs à réfléchir à un problème, d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc on les design en avance, on est capable de fournir très rapidement une documentation qui explique comment fonctionnent les API, un mock même, c'est-à-dire un serveur qui va permettre de tester le jeu avec les API. On peut récolter des retours, et ensuite on déploie, et puis on repart aussi, on rajoute les fonctionnalités, etc. Pour ça, finalement, il nous faut peu d'outils. Un bon éditeur, quelques petites choses pour vous aider à écrire des bonnes specs, de la doc, des mocks. Donc je vais vous parler de ça. Les éditeurs. On a tous commencé sûrement avec un spec dans l'éditeur, c'est rapide, on ouvre ça dans un navigateur, et puis hop, on commence à écrire. Donc ça, c'est un côté très rapide, simple, mais en fait, sur la durée, ça ne tient pas. Après, on est passé sur des éditeurs où c'est intégré dans vos IDE. Comme ça, vous avez déjà tout ce qu'il faut, on rajoute un petit plugin, et on a ce qu'il faut. C'est pas mal, mais on continue à éditer du texte pour découvrir un petit peu tout ce que propose OpenAPI. Il faut avoir aussi des dans la spec. Et la dernière version, ça je les recommande encore, ils sont vraiment bien. Et la dernière version, ça c'est Stoplight, c'est une boîte qui s'est créée mais qui fait tout en open source et qui propose un éditeur standalone qui permet d'éditer le texte et aussi de façon visuelle. Donc là, on peut découvrir des choses de tiens, OpenAPI, il fallait faire ça. C'est très pas mal. Ça existe sur toutes les plateformes. Et c'est open source, c'est gratuit. Et c'est facile à utiliser même par quelqu'un qui n'est pas très technique. Il y a même la gestion Git ici. Là, on découvre tous les endpoints qui existent, les différents verbes qu'on peut utiliser dessus, les modèles qui sont utilisés. Tout ça, c'est pour naviguer dans sa spec. Et ici, là, on est en train de modifier une spec avec un petit formulaire, mais on peut très facilement là repasser en mode texte et reprendre le contrôle de la source. Et sur la droite, on peut tester l'API. Voilà, c'est tout intégré, il y a vraiment plein de trucs. Ça, c'est le petit cadeau de Noël avant. Quand on
passer à OpenAPI, on part toujours d'un existant, on commence de zéro. On commençait de zéro, on prend un éditeur sur écrit, et puis quand on part de quelque chose, il y a un service en ligne qui s'appelle Transformer, qui permet de transformer à peu près n'importe quoi en OpenAPI. C'est super mignon. Après, c'est de la transformation automatique, alors c'est pas non plus magique, il faut pas mettre le doigt dans le cambouis après. Par contre, il y a un petit outil qui est très très sympa, qui permet de transformer un exemple JSON en une déclaration de schéma OpenAPI. Comme c'est un peu verbeux, c'est toujours bien de commencer à partir de quelque chose quand on a un premier exemple, et ensuite de retravailler à la main. Ça, c'est plutôt utile comme petit outil. Je reviens. Tout ce qui est violet, là, c'est des liens. Donc après, je vous filerai la presse et vous aurez accès à tous les outils. Des outils pour écrire des spécifications de bonne qualité. D'abord, en fait, ça c'est pas un outil, je vais pas tricher, mais il y a déjà plein de gens qui écrivent de l'OpenAPI chez Drive. Je les ai pas tous mis, mais il y en a qui en écrivent depuis longtemps, donc vous pouvez les solliciter. Il y a un linter. Au début, on a utilisé un truc qui s'appelait Specky, qui est pas mal, et qui est un peu une passoire, parce que c'est plein de choses. Et puis on a trouvé un autre qui est très bien. On l'a intégré, il est déjà intégré dans l'éditeur de Spotlight, et puis on l'a surtout mis dans le ciel, j'en parlerai juste après. Et en étendant un peu cet éditeur, on est en train de commencer avec Louis justement à essayer de mettre en place des standards et des pratiques communes. Le linter est même capable d'aller regarder un peu plus que juste la syntaxe. Donc ça c'est en cours. Un autre petit outil qui est pas mal pour comprendre exactement, quand on modifie un modèle, parfois ça a des impacts dans plein d'endpoints. Il y a un petit outil qui est déjà aussi dans les CI qui permet de savoir qu'est-ce qui a été modifié, quels sont les endpoints qui ont été touchés par les modifications que vous avez faites. C'est bien aussi pour faire des choses. Donc tout ça c'est dans le CI. C'est à ça que ressemblent les CI, on les a un peu tous normalisés. Un petit template qu'on a réutilisé déjà maintenant sur pas mal de projets. En cas de merge request, on fait qu'une certaine partie, on déploie une preview de la doc. Et en cas de tag, là on fait la totale, on génère le changelog, on génère éventuellement les types TypeScript, etc. Donc tous les outils que je vous présente qui peuvent être intégrés dans la CI, de toute façon on continuera à les améliorer, à les intégrer dedans. Et dans le template, et donc tout le monde en profitera le plus rapidement possible. Ensuite, vraiment le truc le plus important dont je vous disais dans les artefacts à fournir, il y a de la bonne doc et un serveur doc. La bonne doc. On a commencé avec plein de choses. Swagger UI, qui est vachement bien parce qu'il y a Tryout, c'est le truc le plus facile à mettre en place. Tryout, c'est donc un petit formulaire qui permet d'envoyer et de tester l'API en temps réel. Mais Swagger UI, je trouve que la présentation de l'information n'est pas super. Il y en a un autre, OpenAPI Viewer, qui lui est très simple, très basique. Et puis celui que je recommanderais pour la doc, c'est Redoc, je vais vous montrer juste après. Il n'y a pas le tryout pour l'instant dans Redoc. Ça devrait arriver en fait dans une version payante. Enfin bon, ça fait depuis 2016 qu'ils nous font demander. Donc le bon couple, c'est Redoc pour générer la doc HTML. Et un autre outil qui est Postman pour tester les API. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Redoc, ça ressemble à ça. Il y a sur le côté un menu qui permet de naviguer, pareil. Là, je vous ai mis un modèle et pas un endpoint. Parce que c'était juste pour vous montrer tout ce que vous allez définir dans OpenAPI se retrouve là, dans le modèle. On a bien toutes les contraintes que vous avez pu mettre, ça ne doit jamais être vide, les valeurs des élus, etc. C'est présenté de façon très claire. Et surtout, il y a la possibilité d'avoir des payloads qui ont des petites différences. Et puis là, on choisit en fait en fonction de. Ça représente un animal. Si c'est un chat, un chien ou une abeille, on aura, je crois, une partie des propriétés qui vont changer. On a aussi ici la possibilité d'avoir des exemples différents et qui sont nommés. Et tout ça, en fait, quand on le présente à quelqu'un qui va consommer la vie, c'est super bien. Les petits tips qui sont avec Redoc. Donc, ça affiche vachement bien que je vous montrais les types de données et les formats. Il y a des exemples nommés qui permettent, on peut mettre des descriptions qui expliquent vraiment bien le contexte. On peut bien classer sur le côté avec 2-3 extensions OpenAPI, prévoit d'étendre en fait les notations OpenAPI avec des x-quelque chose, et eux proposent un x-tag et 2-3 autres petites choses pour avoir une présentation bien carrée. Puis bientôt peut-être le tryout, mais ça on verra. Et sinon, même s'il n'y a pas de tryout, je sais pas. La semaine, ça ressemble à ça.
Il suffit d'importer un fichier OpenAPI et hop, on a tous les endpoints et on peut vraiment tester. L'intérêt de Postman, c'est que tous les tests que vous avez faits sont historisés. Et puis, vous pouvez faire vos propres requêtes, les sauvegarder, etc. En fait, ça va faire un vrai terrain de jeu. On peut même faire des tests sur les API avec Postman. Pour le serveur de mock, c'est pareil, c'est encore un... Alors, le serveur de mock, je ne parle pas de mock de test unitaire. Je parle d'un serveur qui envoie des... Quand on l'appelle, on envoie des données un peu fake et qui ressembleraient presque à de la vraie donnée. Donc, c'est une API autogénérée. D'abord, ça permet vraiment de faire plein de choses. On peut commencer à jouer avec l'API, voire même brancher un client dessus, alors qu'on en est au stage de la merge request sur ah tiens, je vois bien que l'API ressemble à ça. Alors qu'il n'y a même pas d'implément derrière. On peut commencer même à implémenter les clients quand on est sûr que le contrat est bon. On peut commencer à travailler sur ses services, sur ses parseurs, etc. côté client. Alors il n'y aura pas de logique métier derrière, des fois ça pose quelques problèmes, enfin tout ce qui est parsing, mise de data, etc. On peut commencer à l'avoir alors qu'il n'y a pas la logique métier. Et puis surtout, on peut montrer une documentation et un mock à un consommateur, voire même à un client, alors que l'emblème n'est pas encore là. Lancer un serveur de mock, c'est aussi simple que de lancer cette commande-là. C'est encore Stoplight, j'ai pas d'action, mais il faut vraiment du bon boulot. Et ça ressemble à ça, je lance mon serveur de mock, ça lance un serveur, ça dit tous les endpoints qui sont disponibles, et ensuite je peux aller taper sur ces endpoints. Vous avez vu le underscore exemple 4 là, qui est en dessous, qui est un peu caché, je vais en parler juste après. On peut même aller justement demander un exemple en particulier, et si on veut pas un exemple en particulier, on a de la donnée l'uranium. Les petits pouvoirs sympas, les petits trucs sympas. Ça valide tout ce que vous allez lui envoyer dans un post. Et ça, même si jamais il n'y a pas de modèle d'intelligence métier, ça vous envoie des 400 si ce que vous lui donnez, c'est pas au même format. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de valider pas mal de choses. Ça peut faire passe plat à un serveur qui est validé aussi que le serveur fonctionne bien. Il y a des petits query param magiques, le underscore example, on met le nom de l'exemple et c'est cet exemple-là explicitement qui vous sera répondu. Alors là, je les ai tous mis, en réalité, il ne faut pas forcément les mélanger, c'est un peu con, mais c'est pour l'avoir en une seule ligne. Underscore code, je peux avoir des réponses d'erreur, parce que le mock, par défaut, à part la donnée que tu m'as demandé n'existe pas, enfin, n'est pas au bon format, il ne sait pas si une entité n'existe pas, je peux pas répondre à 404. Là, je peux le tester quand même. Et puis, sur quel serveur je vais faire passer là, je peux le passer aussi comme ça avec les serveurs que j'ai nommés dans mon modèle. Et si on veut générer des noms, des prénoms, des données qui ressemblent à de la vraie donnée, on peut utiliser un Xfaker. Je ne sais pas si vous connaissez Faker, c'est un truc que je dis, génère-moi une adresse, et puis je génère un truc qui ressemble à une adresse. Et ce mock, on l'a utilisé un peu dans d'autres contextes, mais quand je vous disais on l'envoyer à un client, alors c'est un POC, on l'a fait un peu à l'arrache, mais on a effectivement proposé un mock d'API à un client pour voir si, attendre de voir qu'il puisse nous faire un peu des retours sur qu'est-ce qu'il pensait de l'API, est-ce que ça lui va bien. Il n'y avait pas juste une doc, il y avait une doc et un mock. Et ça a été déployé et utilisé. J'ai regardé les logs justement pour la prenne. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire et qu'on peut, je pense, faire aussi dans d'autres projets. La suite pour les outils. D'abord, le serveur de mock déployé de façon automatique, moi j'aimerais bien, mais si ça intéresse des équipes, je pense qu'on peut travailler dessus. On a un système d'API management dont j'avais déjà parlé, c'est pas celui de la panne, mais on va vraiment commencer à intégrer, je pense, des docs et peut-être des docs et le côté, je teste un peu l'API dans Gravity, et ça va nous permettre d'avoir notre catalogue d'API, y compris des API internes. Et ensuite, je continuerai moi à aller dans les équipes pour filer des coups de main et tester en vrai les outils, essayer de les ajouter au fur et à mesure, y compris tous les azures, comme je l'ai dit dans le CI. Et la suite surtout c'est le link qui va continuer de vous parler des API. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ?